Cela devient une tradition. Chaque année, le gouvernement nous demande de valider sa gestion catastrophique des comptes de l'État et de la sécurité sociale. Et chaque année, nous expliquons aux gouvernements successifs que nous ne serons pas les complices de leur incurie. De ce fait, nous nous retrouvons cet après-midi pour rejeter le projet de l'Axe. Avec un tour de force inédit du gouvernement, il réussit à unir presque toutes les forces politiques contre lui. La commission des affaires sociales l'a rejeté non pas une, mais 2 fois. Idem pour la commission des finances. Même le rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Neuder, grand insoumis comme chacun le sait, dénonce comme nous l'insincérité budgétaire de ce projet de loi. De ce fait, approuver ces comptes, c'est approuver les mensonges du gouvernement. Car en effet, le gouvernement n'a cessé de mentir sur les comptes de la Sécu. Les néolibéraux brandissent chaque jour l'épouvantail du dérapage des dépenses. Pourtant, que lisons-nous ? Le solde des administrations de sécurité sociale est excédentaire de 13 milliards d'euros en 2023, 5 milliards de plus qu'en 2022. Mais où a bien pu passer tout cet argent ? Car nous ne le voyons pas dans les hôpitaux. La sous-évaluation de l'Ondam n'a cessé d'amputer leur budget. Les différents PLFSS, en consacrant des budgets sous-dimensionnés, n'ont pas permis aux hôpitaux de compenser les effets de l'inflation. Et ceux-ci affichent désormais un déficit de 1,8 milliard d'euros, dont 1,3 milliard pour le seul hôpital public. Le déficit structurel des hôpitaux en 2024 devrait plus que quadrupler par rapport à avant la pandémie. En ce qui concerne les EHPAD, 66% d'entre eux sont déficitaires, chiffre qui s'élève même à 80,4% pour les EHPAD publics. Les conséquences de ces politiques austéritaires, nous les voyons chaque jour, à commencer dans notre système de santé. Des conditions de travail toujours plus dégradées qui poussent de plus en plus de travailleurs à l'épuisement, la perte de sens, l'arrêt maladie, voire le départ, des difficultés de recrutement grandissantes, des fermetures de lits et de services, et donc un recul de l'accès aux soins. Je vais prendre pour exemple la psychiatrie. Les besoins n'ont cessé d'augmenter. D'un côté, nous devons le saluer, le rapport à la souffrance psychique évolue peu à peu. Trop lentement encore. Si beaucoup reste à faire pour contrer les discours stigmatisants, y compris au sein de cet hémicycle, les mouvements de la sortie du modèle asilaire ont permis de faire progresser la prise en charge de la santé psychique. L'avènement d'une psychiatrie de secteur ancrée dans la cité, mais pour autant appuyée sur des possibilités de recourir à l'hospitalisation, marquait ainsi un immense progrès. Et pourtant, les coups de boutoir portés à la psychiatrie publique et à la psychiatrie de secteur n'ont cessé de remettre les acquis en cause, tant et si bien qu'on peut parler de régression. Un Français sur 5 souffre de troubles psychiques. Selon Santé publique France, 13% des élèves scolarisés présenteraient un trouble de santé mentale. Chez les jeunes, la précarité multiplie par 3 le risque d'être hospitalisés pour troubles psychiatriques. Pire, avec la précarité, les filles de 15 à 19 ans sont 8 fois plus exposées au risque de suicide. À Mayotte, dans le département le plus pauvre de France, 26% des filles âgées de 15 à 19 ans souffrent de dépression, contre 20% à l'échelle nationale. Le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale, Santé publique France a publié son analyse mensuelle des indicateurs de santé mentale. Ce rapport révèle qu'au mois de septembre 2024, le nombre de passages pour gestes suicidaires et idées suicidaires chez les 11-17 ans était supérieur à ceux des années précédentes sur cette période. Les rapports et études se succèdent, montrant chaque fois un peu plus l'étendue des besoins et soulignant l'ampleur de la crise. Et pourtant, les moyens du service public de la psychiatrie se sont réduits comme peau de chagrin, parallèlement à la fermeture et l'éloignement de toujours plus de services publics. Sur les 10 dernières années, le financement de la psychiatrie publique a évolué 2 fois moins vite que l'Ondam hospitalier global, lui-même sous-évalué, et 4 fois moins vite que celui des établissements privés lucratifs. Le résultat, des conditions de travail dégradées, conjuguées à des impératifs managériaux de gestion de flux, de stock. Plus de temps pour l'échange, pour s'asseoir, prendre un café avec un patient qui s'ouvre à vous, qui parle de son vécu, ses traumatismes. Non, ça c'est du temps improductif. Le temps long de l'humain ne rentre pas dans les cases des tableaux comptables Excel, alors il doit être réduit par tous les moyens. Quand un patient est en crise, les soignants n'ont plus le temps pour désamorcer. Il n'y a plus assez d'effectifs, alors on ressort les sangles, la pratique contentionnelle du via l'asile, pendant que les effectifs de sécurité reprennent le chemin des services de psychiatrie. Le recours à l'isolement et à la contention s'est accru, comme le démontrent les rapports de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Comment trouver du sens dans ces conditions ? La psychiatrie peine à attirer les étudiants et à conserver ses personnels, poussés à l'épuisement, voire au départ. Seuls 52% des postes de titulaires en psychiatrie étaient occupés en 2024. Et avec cela, la valse des fermetures de lits et services. 180 lits fermés en 10 ans à l'établissement public de santé mentale de la Sarthe. Ou alors récemment des fermetures de lits annoncées à l'hôpital Édouard Toulouse de Marseille. Ou encore à Blain, en Loire-Atlantique. L'ambulatoire paye aussi le prix de la crise de la psychiatrie, avec des centres médico-psychologiques où les délais d'accès à une consultation peuvent monter jusqu'à 6 mois, voire 2 ans. Ces politiques mènent parfois à des drames, comme à l'hôpital Purpan de Toulouse, où un patient s'est suicidé après 10 jours d'attente sur un brancard aux urgences sans prise en charge psychiatrique. Je reprendrai ici les mots de la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury. Depuis la fin du XXe siècle,
que l'on détricote consciencieusement le fonctionnement de nos services publics, nos sociétés sont devenues les fabriques systémiques de nouvelles formes de situations indignes. Les soignants, les magistrats, les travailleurs sociaux, les gardiens de prison sont nombreux à dire ne plus pouvoir faire leur métier dignement. Alors qu'ils se sont engagés dans ces institutions pour accompagner les individus dans l'épreuve, ils sont conduits par manque de temps et de moyens à participer à des situations indignes. Chers collègues, les politiques austéritaires sont le laboratoire et la fabrique de l'indignité. Voilà le mal que ces dirigeants font à ce qu'ils disent être leur grande cause. Alors imaginez le reste. Alors revenons au déficit dont on nous parle, alors que la LACS nous indique qu'en 2023, la Sécu dégageait 13 milliards d'excédents. Où sont-ils passés? La protection sociale est devenue une variable d'ajustement d'un gouvernement acquis aux plus riches, qui multiplie les niches fiscales et sociales en leur faveur et détruit un à un les droits des assurés sociaux pour mieux les financer. Selon la Cour des comptes, en multipliant les niches sociales, les gouvernements successifs ont entraîné une perte de recettes de 8 milliards d'euros supplémentaires entre 2018 et 2022. C'est au fond tout un système qui s'auto-entretient. Chaque année, le bloc libéral impose un budget qui grignote toujours plus sur les contributions sociales et fiscales des plus aisés et des grandes entreprises. Dans la 7e économie mondiale, l'État sacrifie volontairement des leviers d'action. L'ensemble des réductions de cotisations sociales dépasse désormais les 14% des recettes de la sécurité sociale. Puis les mêmes qui ont amputé la Sécu de ses recettes font mine de découvrir que ces dernières sont moins élevées qu'attendues. Comment alors remédier à la situation, au trou qu'on a soi-même creusé? Alors, hors de question de toucher aux cadeaux fiscaux. Ce sera bien aux citoyens de payer l'addition. Ils ont même la malchance de payer cette addition 2 fois. Tout d'abord par leur sacrifice de leurs droits sociaux. L'année 2023 dont nous examinons les comptes en a été le parfait exemple, avec la réforme des retraites ou encore celle de l'assurance chômage. Mais les citoyens paient aussi pour rembourser les cadeaux faits aux plus riches. En 2023, ce sont 18,3 milliards d'euros, bien plus que les économies attendues par la réforme des retraites, qui ont été immobilisés pour rembourser la dette. L'État aurait pu choisir de reprendre à son compte cette dette et aurait payé ainsi des frais bien moins élevés que la CADES. Non, ces 18 milliards qui auraient pu financer notre protection sociale ont plutôt permis de garantir une confortable rente aux acheteurs privés des titres de créance. La facture est chaque année plus salée et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ne dérogera hélas pas à la règle. Certes, on nous annonce une réforme des exonérations de cotisations sociales qui serait recentrée sur les salaires légèrement supérieurs au SMIC, permettant d'économiser 4 milliards d'économies. À première vue, une mesure acceptable. L'exonération de cotisations sociales coûte après tout 89 milliards par an à la sécurité sociale. Mais une mesure qui ne va pas assez loin, une mesure somme toute cosmétique, quand les études montrent que les exonérations n'ont aucun effet sur l'emploi au-delà de 1,6 SMIC. Une mesure qui permet aussi d'éviter consciencieusement le sujet des hausses de salaire. Un pis-aller pour faire passer la pilule de l'austérité. Car le gouvernement Barnier, dans l'extrême droite lignée de ses prédécesseurs, prépare une cure austéritaire sans précédent. 15 milliards de coûts budgétaires réalisés sur le dos de la sécurité sociale. Et avec cela, de multiples coups de canif dans les droits sociaux. Mesdames et messieurs les ministres, vous avez une façon bien cynique de participer au mois d'octobre rose. Alors que les femmes sont les plus affectées par la précarité, et donc plus à risque de renoncer aux soins, vous annoncez une hausse du ticket modérateur. La conséquence concrète, un moins bon remboursement des consultations de sages-femmes. Et avec cela, un renoncement en soins accru, des retards de dépistage et de prise en charge. Porter le ruban rose, c'est bien. Permettre un meilleur accès aux soins, c'est mieux. On voit le choix que vous avez fait, que ce soit lors des votes des LFSS ou quand en mai dernier, vous, macronistes, LR et RN, vous vous opposiez au remboursement des dépassements d'honoraires pour la prise en charge des cancers du sein. La hausse de tickets modérateurs est une attaque en règle qui accentuera les inégalités face à la couverture santé, mais surtout aggravera le renoncement aux soins alors que plus de 2 millions de Français n'ont pas de complémentaire santé. Et qui sont ces 2 millions de Français ? Ce sont souvent les plus précaires, ceux dont les corps et les esprits sont abîmés par le travail. Ce sont ceux qui paieront le coût humain de votre offensive sur les arrêts maladie. Une offensive qui accentuera la privatisation du risque maladie. Autre victime de votre offensive austéritaire, les retraités, pour qui la désindexation, ou plutôt le gel des retraites pendant 6 mois sur les mois d'hiver, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, sera absolument cruel. Alors même que 2 millions de seniors vivent sous le seuil de pauvreté et que les services publics qui les accompagnent au quotidien sont à l'os. Autre perdant, les services publics, une fois encore, qui paieront non seulement la cure austéritaire du projet de loi de finances, mais aussi celle du PLFSS, qui consacrera une fois un Ondam qui ne répond plus aux besoins. Un Ondam qui ne permettra pas de rattraper le coût de l'inflation, ni le besoin criant de financement d'un système de santé à bout de souffle. En touchant aux droits sociaux des assurés, c'est leur droit à vivre une existence digne que vous attaquez. C'est la solidarité nationale et le vivre ensemble républicain que vous attaquez. C'est notre capacité à faire société que vous attaquez, quand vous créez un système à 2 vitesses, qui fait payer à une majorité toujours plus précarisée les cadeaux faits à une minorité toujours plus petite. En 2023, lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, l'ex-ministre de la Santé, M. François Braun, avait déclaré
Le budget de la sécurité sociale est ainsi un objet vivant, qui est l'un des cœurs battants de notre démocratie, tant par l'importance de son volume financier qu'en raison de ce que ces flux d'argent public représentent, l'effort solidairement consenti par la Nation en faveur de la santé, des familles, de l'autonomie et des retraites de nos concitoyens. Une fois n'est pas coutume, je le rejoins. Quand le Parlement contrôle réellement les comptes de l'État ou de la sécurité sociale, il donne pleinement corps à la démocratie, dans le but de préserver l'intérêt commun, la chose publique, notre République. Messieurs, Mesdames les ministres, qu'est-ce que raconte ce projet de loi d'approbation? Et que racontera le PLFSS à venir? L'histoire d'un pays qui a vu son système de santé passer de la première place mondiale à la 20e en moins d'une génération. Une génération durant laquelle les néolibéraux de tout genre se seront partagés le pouvoir sans l'ambition de répondre aux besoins du pays. Parce que cette histoire, c'est l'histoire de gouvernements successifs sans ambition. Cette histoire, c'est la vôtre. Chers collègues, aujourd'hui, nous pouvons refuser de jouer le rôle que nous assigne le gouvernement dans cette farce sordide. Parce que je n'en doute pas. Chaque élu de terrain connaît les conséquences des politiques successives sur le recul des services publics, particulièrement la santé. Chers collègues, nous pouvons rompre avec cette politique du besoin d'économie et y soustraire une économie du besoin. C'est ce qui était à l'origine de la sécurité sociale. Nous pouvons refuser de cautionner la gestion catastrophique et injuste des comptes par la Macronie que le gouvernement Barnier promet de poursuivre. Vous l'avez déjà fait à 4 reprises en commission et sous 2 législatures. Vous pouvez vous opposer à cette vision mortifère. Alors, chers collègues, je vous appelle à voter pour cette motion de rejet.